Bienvenue à ce webinaire, un webinaire sur l'optimisation de la rémunération des gérants EURL et SARL. Alors ce matin, on est en petit comité, on n'est pas très nombreux, ça se voit finalement qu'il y a beaucoup plus de présidents de SASU que de gérants EURL et SARL. C'est un petit peu dommage parce que vous allez pouvoir voir en tous les cas qu'il y a quand même un intérêt à être gérant majoritaire TNS. Bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Maurice, je suis le cofondateur de Doux, je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir de non seulement animer ce webinaire, mais de surcroît répondre à toutes vos questions. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, alors essayez de les poser au fur et à mesure, pas tout d'un seul bloc directement, mais essayez de les poser au fur et à mesure, et en tout cas, les questions que j'aurai loupées, eh bien, on en discutera au moment de la conclusion. Bon, on va commencer tout de suite par ce premier point sur le sommaire de ce que l'on va voir ce matin. Alors, le sommaire, il est relativement simple. En fait, j'ai répertorié l'intégralité des rentrées d'argent qu'un gérant majoritaire peut bénéficier. Alors, c'est un petit peu tout en vrac dans l'absolu, mais vous allez voir qu'il y a une certaine chronologie et un certain nombre de points qui vont vous permettre, en tous les cas, d'étendre le champ de vos actions. Si vous êtes vous-même déjà gérant majoritaire, alors ce qu'on appelle TNS aussi dans le jargon technique, ou tout simplement président de SASU, et vous vous posez la question de savoir s'il ne serait pas opportun aujourd'hui de devenir gérant majoritaire. Voilà, et on va commencer tout de suite. Donc, le sommaire est le suivant. On va étudier notes de frais, les indemnités kilométriques, les rétributions, donc votre rémunération à proprement parler, les dividendes, ça existe, mais il y en a très peu, les remboursements de comptes courants, l'épargne salariale, et je terminerai par une petite note d'introduction à un autre webinaire qui est sur la holding, juste pour vous faire comprendre 2-3 choses. Alors, commençons tout de suite par les notes de frais, puisque vous allez voir, on va étudier non seulement ce en quoi ça consiste, mais également l'aspect financier et l'aspect fiscal. C'est super important. Alors, c'est quoi une note de frais? On va commencer déjà par cette question. Alors, ça a l'air ultra simple. Bien évidemment, tout le monde sait ce que c'est une note de frais. Eh bien, pas vraiment. Et vous allez vite comprendre pourquoi. La note de frais, en fait, il faut vraiment la voir comme étant quelque chose séparé en deux, c'est-à-dire avant la création de la société et après la création de la société. Je rappelle une note de frais, c'est tout simplement des frais que vous supportez, soit parce que vous les avez payés, soit parce que tout simplement vous les supportez financièrement, par exemple comme un loyer, par exemple, et normalement ça devrait être votre société qui devrait les payer. Donc soit vous avez avancé l'argent, soit vous les supportez, mais en tous les cas, normalement, ceux qui devraient les payer, enfin celles qui devraient les payer, c'est votre SARL ou votre EURL. C'est ça une note de frais. Et donc, on en trouve pour 2 raisons. La première, avant la création de la société. Je rappelle que quand vous créez une société, vous avez nécessairement, vous avez eu des frais, ne serait-ce que le tribunal de commerce, l'annonce légale et les honoraires. Et donc ça, déjà, vous n'avez pas pu payer avec la société puisqu'elle n'existait pas à proprement parler. Donc ça paraît totalement évident qu'il faut le retenir. Ce qui paraît moins évident, c'est souvent tous les frais qu'on a eu avant la création de la société, c'est-à-dire on s'est déplacé, donc on aurait pu prendre des indemnités kilométriques, on verra ça tout à l'heure, on aurait pu tenir compte d'un certain nombre de formations, de livres que l'on a pu acheter. À partir du moment où il y a un lien direct avec la création de la société, eh bien vous pouvez reprendre dans votre société les frais qui ont concouru à la création de la société de façon directe. Voilà très exactement de quoi il s'agit. Et puis, on va pas se voiler la face, vous avez déjà un téléphone portable, pourquoi garder ce téléphone portable à vous? Pourquoi ne pas le vendre directement à la société? Donc ça s'appelle effectivement faire une note de frais. Alors, vous ne vendrez pas au prix neuf, mais vous allez le vendre d'occasion, de telle façon à ce que ce soit votre société qui supporte le coût, et ça va vous permettre en fait de générer, et vous allez voir, non seulement une note de frais, mais de générer une économie d'impôt sur les sociétés de votre société, et puis ça va vous permettre également de générer du revenu pour vous qui ne sera ni soumis à SASG, ni soumis à impôt sur le revenu. C'est point très important, puis pas de charge sociale non plus. Donc, tenez bien compte effectivement
de cette multitude de notes de frais que vous pouvez finalement faire, comme par exemple prendre un loyer au titre de l'occupation de votre siège social au sein de votre habitation principale. Alors, soit vous êtes locataire et en ces cas-là, vous calculez la superficie, etc., et ce ne sera pas imposable. Soit au contraire, vous êtes propriétaire, et dans ces cas-là, les revenus que vous toucherez, eh bien, seront imposables dans ce qu'on appelle le régime du foncier. Et très certainement, vous utiliserez ce qu'on appelle le microfoncier, c'est-à-dire que vous aurez juste à indiquer le montant du loyer que vous avez donné à votre société, et l'administration fiscale fera un abattement de 30% et cette somme sera imposable au titre de votre impôt sur le revenu. Autre avantage également pour ceux qui bénéficient de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi ou de l'ACRE, et de l'ACRE dans ces conditions, eh bien tout simplement, grand avantage, c'est totalement compatible, c'est-à-dire que l'administration, l'ARE Pôle emploi ne va pas vous demander effectivement de réduire vos prestations sous prétexte que vous vous êtes donné un loyer. Ça, c'est très, très important. Alors, pourquoi maintenant faire une note de frais? D'un point de vue financier, voilà ce qui se passe. Lorsque vous générez une note de frais, eh bien, vous allez diminuer le montant d'impôt sur les sociétés de votre société, ou de l'impôt sur le revenu si vous êtes en EURL, IR. Mais de façon très concrète, prenons le cas de l'IS, si vous êtes soumis à 15%, c'est-à-dire un bénéfice jusqu'à 38 120, ou pour les sommes au-delà de 38 120 à un taux d'IS à 28%, eh bien, vous allez générer nécessairement une économie de 15 € ou de 28 €, ce qui fait que finalement, en faisant une note de frais, eh bien, le coût réel pour votre société sera soit de 85 €, soit de 72 € très exactement. Parallèlement, vous avez aussi les indices kilométriques. Alors, fréquemment, on nous pose la question de savoir s'il est plus opportun d'avoir une voiture sur la société ou d'avoir plutôt des indemnités kilométriques. Clairement, dans 90% des cas, il est bien mieux d'avoir une voiture à soi et de prendre des indemnités kilométriques. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de payer la TVS, une sorte de super vignette qui est fonction du CO2 que vous émettez au niveau de votre véhicule. Ça vous évitera d'avoir ce qu'on appelle des avantages en nature. Ça vous évitera d'être limité dans le montant d'acquisition de votre véhicule, puisque au-delà de 18 300 € pour un véhicule à pétrole classique, toutes les sommes qui sont dessus, c'est zéro, c'est non déductible fiscalement. Par contre, l'avantage nature, lui, se calcule bien sur la totalité de la valeur du bien. Et donc, tout cela fait que, de façon très concrète, de façon très pragmatique, les indemnités kilométriques, généralement, sont plus avantageuse parce que ça vous évite tout cela. Et puis les indemnités kilométriques, comme vous avez votre véhicule, vous avez juste effectivement à compléter un tableau. Alors si vous êtes client 12, il y a une application qui gère absolument tout. Vous déclarez votre véhicule et puis après ça va vous faire tout seul. Enfin tout seul bien évidemment, il faut indiquer les jours, mais ça se met automatiquement, et les clients que vous avez été visités, le nombre de kilomètres, et tout va être géré avec les plus de 3000, moins de 3000, etc., etc. Donc les indemnités kilométriques, c'est vraiment super. Et d'un point de vue financier, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire que 100 € d'ICA vont générer une baisse de votre impôt sur les sociétés, ce qui fait que le coût réel de vos indemnités kilométriques sera relativement faible puisque vous tomberez à 85 ou 72 €. Donc finalement, vous voyez, l'argent, et vous n'êtes pas obligé de le sortir, vous pouvez laisser l'argent au sein de votre compte courant d'associé. Alors, là, on attaque le gros du morceau, la rétribution. Alors, combien ça coûte d'être... Alors, j'ai mis entre parenthèses salaire. Pourquoi est-ce que j'ai mis salaire? Parce que tout simplement, c'est pas un salaire, pour en parler, puisqu'un salaire, ça suppose un bulletin de paye. Or, quand on est gérant majoritaire d'une SARL ou d'une URL, il n'y a pas de bulletin de salaire du tout. Vous ne cotisez pas non plus à l'URSSAF, vous n'êtes pas salarié, ni sur le code du travail, ni d'un point de vue social. Vous êtes travailleur non salarié
TNS, comme j'expliquais. Donc, cette rétribution, eh bien, elle va vous être donnée avec directement par la société, par le biais d'un virement, par le biais d'un prélèvement. Vous pouvez faire un chèque, vous faites ce que vous voulez. Alors, j'ai mis un petit slide dessus pour dire quand même il faut un minimum. Il faut un minimum, pourquoi? Parce que si vous ne validez pas au moins 6 000, on va dire 200 euros à l'année de salaire, eh bien, vous ne pourrez pas valider vos 4 trimestres de retraite. Je pense que c'est un point qui est quand même suffisamment important pour véritablement bien l'indiquer. Si vous ne dépassez pas les 8 000 et quelques euros dans votre foyer fiscal cette fois-ci, eh bien, par contre, là, vous allez payer une taxe PUMA. Alors, je vous rassure, si vous êtes à l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, vous ne payerez pas cette taxe PUMA. Si vous êtes retraité, vous ne payerez pas la taxe PUMA, et donc si vous êtes chômeur, vous ne payerez pas. Mais par contre, pour tous les gens qui ne bénéficient, qui sont ni retraités, ni inscrits à Pôle emploi, la taxe PUMA se calcule automatiquement par l'administration fiscale qui vous envoie une note en disant, voilà, vous n'avez pas suffisamment cotisé au sein de la sécurité sociale, au sens large du terme, et on a remarqué que vous aviez des revenus comme des dividendes, comme des loyers, par exemple, et vous allez vous choper une taxe qui est d'environ 8% du montant de tous vos revenus que vous pouvez avoir par ailleurs et qui va devoir être payé. Donc, grosse méfiance sur ce point-là. Et puis le troisième point également, si vous n'avez pas suffisamment de rétribution, vous n'aurez pas d'indemnité journalière. Alors, vous savez, même dans les comics, Batman et Superman, ils se prennent des stars de temps en temps, et donc il faut vraiment avoir en tête qu'il faut que vous soyez couverts, et les indemnités journalières, même s'ils sont pas extraordinaires au niveau de la sécurité sociale des indépendants, on va pas se le voiler la face, vous pouvez quand même avoir un minimum de rémunération, histoire d'avoir des indemnités journalières, et vous pouvez, dans le cadre de la gérance majoritaire, souscrire un contrat qui s'appelle loi Madelin, très exactement. Donc, ce sont des contrats d'assurance que vous pouvez souscrire auprès de votre assureur ou de votre courtier d'assurance préféré pour pouvoir avoir une couverture de prévoyance au moins un peu sympa. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont à l'ARE et qui ont 12 mois d'inscription au chômage, dans les 12 premiers mois de l'inscription au chômage, vous bénéficiez de la portabilité, enfin jusqu'à 12 mois, de la portabilité de votre assurance quand vous étiez salarié. Vous vérifiez bien que ça fait au moins 12 mois. Mais le problème, en fait, majeur, c'est que fréquemment, les gens ne se rémunèrent pas pendant les 2 premières années parce qu'ils touchent l'ARE. Et là, je peux dire, de façon très concrète, il y a une sorte de no man's land où pendant 12 mois, vous avez bien votre portabilité si vous arrive un pépin, et puis après, 12 mois après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous ne vous rémunérez pas, il vous arrive un pépin monstrueux, mais vous n'aurez rien. Mais ce qui s'appelle zéro. Et bon, alors si vous êtes chopé un rhume et que vous restez 2 jours au plumard, c'est sans conséquence, bien évidemment. Mais si vous arrive un pépin monstrueux qui ne peut pas vous remettre d'aplomb avant un certain nombre de mois, voire d'années, il faut absolument que vous alliez souscrire une prévoyance dans le cadre de la loi Madelin que vous irez faire prendre en charge par votre société. Alors après, il faut regarder si c'est déductible fiscalement ou pas, il y a quelques petites subtilités, mais je vous invite à faire très attention dessus. David qui me pose une question, la cotisation minimum prélevée par l'URSSAF ne valide pas 3 trimestres sur 4. Alors non, David, absolument pas. Et ça, c'est bien le problème. Ça valide pas complètement tous les trimestres. Et c'est pour ça qu'il est plus rusé, à la limite, de vous octroyer une rétribution qui va dépasser à l'année les 6 000 et quelques choses pour justement vous permettre de valider tous vos trimestres de retraite, même si vous ne prenez pas l'argent. Parce que pour ceux qui, enfin vous ne savez pas, mais cette cotisation minimum, alors on est bien d'accord David, hein, c'est pas les 2 premières années, hein, ça c'est autre chose. Mais pour la 3e et 4e année, en tous les cas, vous remarquerez que la cotisation
minimum, effectivement, ne valide pas la totalité des trimestres, enfin pas les 4 trimestres sur 4. Alors, je regarderai, David, on pourra étudier cela dessus, c'est un petit peu, voilà, voilà, c'est 3, voilà. Mais après, vous verrez que c'est un petit peu plus complexe que cela, et c'est pour ça qu'il est essentiel d'essayer d'avoir les 6 000 et quelques euros. Ça ne vous coûtera pas plus cher que que le minimum, entre parenthèses, à payer, et au moins, vous validerez, quitte à ne pas prendre l'argent, mais le laisser en compte courant d'associé. Alors certes, il y aura l'impôt sur le revenu, mais bon, si c'est 6 000 et quelques euros, vous êtes non imposable dans ces conditions. Donc pensez bien à ce point-là. Autre point, le coût de la sécurité sociale des indépendants. Alors, la réalité, j'ai fait très simple. Pour faire ultra simple, qu'on soit clair, quand vous touchez 1 euro, faut que quelque part, il y ait 50 centimes qui soient bloqués quelque part. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que le système de la sécurité sociale des indépendants, l'ex-RSI, est très décrié. C'est un système qui ne plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un système où on paye des acomptes, et puis après il y a une régularisation, et cette régularisation, elle est pour partie immédiate, et après, sur des régularisations, bon, clairement, le mec qui a inventé ça, il doit pas être heureux dans sa vie, c'est pas possible. Alors qu'ils auraient pu faire beaucoup plus simple, comme les dirigeants de SAS, on déclare ce qu'on a touché dans le trimestre, on paye, basta, terminé. Ben non, là, ils ont fait dans la complexité majeure. Mais une fois qu'on a compris que c'est complexe, eh ben, il y a une technique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a 1 euro qui va dans votre poche, dites-vous que tôt ou tard, il y a 50 centimes qui va se barrer à la sécurité sociale des indépendants. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on est peinard. Alors, la réalité, c'est pas 50 centimes, c'est 46 centimes, pour être plus précis. Si vous avez des rétributions qui vont aller de 1000, 2000 euros par mois, et plus vous allez monter dans les tours, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui va gagner par exemple 10 000 euros par mois, eh bien le taux de cotisation sociale va baisser, il va tomber à peu près à 35-36%, donc on va de 46 à 36, parce que tout simplement, il y a des systèmes de plafond qui se mettent en route et qui vous permettent de faire réduire le taux de cotisation sociale. Ce qui n'est absolument pas le cas des présidents de SASU qui, eux, sont toujours à 23% de revenu salarial et 45% de charges patronales. Ça ne change jamais. Donc, de façon très concrète, c'est là où la gérance majoritaire devient très performante, parce que pour faire ultra simple, quand vous touchez 1 euro, dites-vous que vous avez plus quasiment 90 centimes qui vont partir en cotisation sociale quand on est président de SAS, alors que de l'autre côté, ça va aller de 45 à 35 centimes. Donc, vous sentez quand même qu'il y a une sacrée différence, au moins la moitié. Alors, bien évidemment, il n'y a pas les mêmes avantages sociaux. Un truc tout bête, quand vous êtes président de SASU et vous êtes assimilé salarié, vous tombez malade, il y a 3 jours de carence. Quand vous êtes gérant majoritaire, il y a 7 jours de carence. Et puis les indemnités journalières sont un peu moins bonnes. De façon très globale, j'aurais tendance à dire que quand on est gérant majoritaire, quand on est TNS, faut mieux être en bonne santé, quoi, pour faire ultra simple. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous contenter de cela, parce que vous pouvez très bien compléter et aller chercher exactement les mêmes avantages par le biais de loi Madelin. Et si on fait des calculs ultra poussés, eh bien, quelqu'un qui est gérant majoritaire avec exactement les mêmes prestations, les 3 jours de carence et patati patata, va arriver avec un différentiel à peu près de 15 points, 15% par rapport à quelqu'un qui est président de SASU. Donc, ça vaut le coup. Mais, encore une fois de plus, je le dis de façon très claire, il faut mieux être en bonne santé parce que tout simplement quand on est gérant majoritaire et que on s'assure, dans le cadre d'une loi Madelin, je peux vous assurer que vous allez goûter les joies, notamment de savoir si vous êtes en bonne santé. Donc vous allez faire des prélèvements sanguins, faire pipi dans des tubes à essai et compagnie. Enfin bref, faire la totalité si vous demandez notamment une grosse protection en termes de prévoyance. Et donc ce sera vous. Et donc si vous avez une maladie orpheline, si vous avez eu un pépin auparavant, ça va être super compliqué et notamment la plupart des assurances excluent dans ces cas-là les maladies que vous avez pu avoir. Voilà, donc faites très attention sur ce point-là et c'est pour ça que je rappelle ces bases. Alors,
On va regarder d'un point de vue financier le coût de salaire d'un dirigeant. Pour avoir 100 euros net, il n'y a pas de revenu salarial, hein, puisqu'il n'y a pas de bulletin de salaire, hein, tout simplement, et il y a les charges patronales à 46. Donc si je prends 100 et 46, bah, ça fait 146. Ces 146 vont me générer une économie d'impôt sur les sociétés qui va être égale à 22 euros si mon IS est à 15%, et à 41 euros si mon IS est à 28%, si bien que pour avoir 100 euros net et avoir la protection sociale, les indemnités journalières et patati patata, mon coût réel sera entre 124 et 105. Vous remarquerez d'ailleurs à ce stade-là que 105, c'est presque le montant que l'on touche. C'est là où on voit effectivement qu'une SARL, ça coûte beaucoup moins cher qu'une SAS, mais avec bien évidemment des protections sociales moindres. Encore faut-il le préciser. Je prends le cas des dividendes. Bon, j'aurais pu m'abstenir dans l'absolu. Hein. Je vais faire simple. Pourquoi? Parce que les dividendes, je rappelle, il faut faire un premier bilan. Bon, là-dessus, pas de gros soucis. Et puis, on distribue les résultats positifs ou les reports à nouveau. Tout va bien jusque-là. On fait une assemblée générale. Bon, pas de problème. On va devoir payer la flat tax, les fameux 30%, ou au contraire, si on est non imposable, choisir plutôt la CSG, CRDS et imposer ces dividendes à part, moyennant un abattement de 40%, puis on se verse ses dividendes. Bon, ça, c'est super. Ça, c'est ce qui se passe, sauf que le problème dans une SARL, et ça, c'est la faute aux organismes sociaux qui ont fait pression, en fait, sur le gouvernement, eh bien, ils ont dit, désormais, on va limiter le montant des dividendes à 10% du capital et des comptes courants, bref. Mais de façon très concrète, quand on voit le montant des capitaux, du capital social, en règle générale, où on est à 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, mais les sommes des dividendes qu'on peut distribuer est ridiculement basse. Moralité de l'histoire, tant que vous êtes en dessous de 10% du capital, bah vous choisissez le coût. Et ça va être, pour avoir 100 euros net, il faudra donner 42 euros, c'est-à-dire que votre société devra donner 42 euros à l'État, donc 142, il en tombera 100 dans votre poche, plus de CSG, plus d'impôt sur le revenu, donc ça c'est dans votre poche, on n'en parle plus. Soit vous avez choisi l'autre méthode qui est de renoncer à la flat tax et de prendre plutôt la CSG CRDS, donc on aura, pour avoir 100 euros net, il faudra avoir versé 21 euros, 121 x 17,2, ça fait bien 21 euros, donc on aura vos 100 euros net, et donc là, quand on est au-dessus de 10% du capital, bon là, c'est nirvana pour les cotisations, pour les organismes sociaux. Je peux pas conseiller cette formule-là, je la note, hein, je vous la donne, comme ça au moins vous saurez tout, parce que dans ces cas-là, on va payer des charges sociales dessus. Vous voyez, pour avoir 100 euros net, il va falloir payer 53 de charges sécurité sociale des indépendants, 15 d'impôt sur le revenu, et du coup, ça coûtera 158. C'est du grand n'importe quoi, pour faire très simple, quand on sait tout à l'heure que je vous disais que pour avoir 100 euros en salaire, il fallait avoir 108 ou 120. Donc vous voyez que ça n'a aucun intérêt de distribuer des dividendes au-delà du capital dans une SARL. Ça ne sert strictement à rien du tout. Vous paumez votre argent, donc il faut oublier tout simplement. Maintenant, une fois qu'on a mis un cap sur les dividendes, qu'on a terminé, je vais vous parler du remboursement du compte courant. Alors ça, il y a parfois des choses qui m'étonnent un petit peu, où je vois la dernière fois, on a récupéré un dossier d'un confrère, et puis il y avait une question, et je m'aperçois dans le bilan qu'il y avait quelque chose qui était assez cocasse. La personne voulait absolument avoir des gros comptes courants pour justement se distribuer des dividendes. Mais comme il n'avait pas suffisamment d'argent, il ne se distribuait pas les dividendes et il faisait grossir son compte courant. Le problème, c'est qu'il payait 30%. Et je lui dis, mais ça ne sert strictement à rien. Arrêtez de vous donner des dividendes, comme ça au moins vous arrêterez de payer de l'impôt sur le revenu, enfin la fameuse flat tax des 30%. Et puis avec l'économie d'impôt que vous allez faire, remboursez-vous votre compte courant. Et c'est pour ça qu'au moment d'une création d'une société, moi je dis, faites un petit capital, faites des gros comptes courants si vous avez besoin d'apporter de l'argent dans votre société, et quand votre société commence à gagner un peu d'argent, eh bien, redonnez-vous cet argent de compte courant, parce que l'avantage majeur, c'est que quand vous mettez beaucoup plus sur le compte courant, eh bien, quand vous allez vous rembourser ce compte courant d'associé, eh bien, 100 euros,
qui vous tombera dans votre poche sans CSG, sans impôt sur le revenu, sans charge sociale, eh bien, coûtera à la société 100 euros. Voilà, contre les 158 de tout à l'heure. Donc, vous comprenez bien, effectivement, qu'il est impératif, quand votre société a de la trésorerie, de vous rembourser votre compte courant dans un premier temps. Ça ne sert à rien de vouloir faire autre chose. Commencez par vous rembourser votre compte courant. Alors, pour ceux qui sont clients chez Doux, le compte courant, il se voit directement dans les tableaux de performance, tout en bas. Vous avez votre compte courant d'associé qui est à jour chaque seconde. C'est aussi simple que ça. Donc, pensez bien à jeter un coup d'œil et, le cas nécessaire, de pouvoir vous le rembourser. Alors, du coup, j'ai fait une synthèse pour savoir combien il fallait avoir pour avoir 100 euros net. Eh bien, pour avoir 100 euros net, selon que l'on a un IS à 15% ou selon qu'on a un IS à 28%, eh bien, les sommes ne sont pas tout à fait identiques. Donc, vous voyez effectivement qu'une note de frais, c'est 85 euros, qu'une NICA, c'est 85 parce que ça génère de l'économie d'impôt sur la société, qu'un salaire du gérant qui n'est pas imposable, ça coûtera 124, que les dividendes coûteront 121. Et donc, on voit au fur et à mesure que on est super déstabilisé par les dividendes qui sont donnés au-delà des 10% du capital, avec un coût à 158. Donc là, c'est le record. Quand je vous dis qu'il faut surtout pas le faire, vous comprenez pourquoi à travers ces chiffres. Que quelqu'un qui aurait un salaire, par exemple, avec une imposition à 15%, lui, à titre personnel, ça coûterait 146, 142 pour les dividendes, et le remboursement du compte courant 100. Donc on voit là, de façon très concrète, que les dividendes sont rarement dans une SARL le plus pertinent et que le reste, eh bien, il faut essayer de à peu près jouer sur tous les tableaux pour essayer d'avoir quelque chose qui soit correct à la fois au niveau de votre prévoyance et bien évidemment au niveau de votre rétribution et de l'argent qui va pouvoir rentrer dans votre poche. Voilà très exactement de quoi il s'agit. Et quand on est en IS à 28%, bon, bah là, il n'y a pas photo, hein. Les dividendes, c'est toujours pas extraordinaire, on va être poli dans les termes. Et puis le reste, par contre, vous voyez que un salaire de gérant pour quelqu'un qui est imposé à 28%, c'est quelque chose qui est quand même fortement sympathique. Donc ça, c'était le premier grand volet, effectivement, qui touche absolument tout le monde. Je vais maintenant passer à un autre volet, qui est l'épargne salariale, qui peut vous concerner, soit tout de suite, soit plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec l'épargne salariale, il faut avoir eu un salarié. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Alors, c'est pas un salarié qui est à 39 heures ou 35 heures, hein. Ça peut être une personne qui travaille 10 heures par semaine, ça peut être votre conjoint, votre conjointe qui fait un peu de compta et à qui vous allez donner un bulletin de salaire. Enfin, il faut avoir un salarié en plus de vous. Et à partir du moment où vous avez un salarié, eh bien, ça bénéficie à votre salarié, mais ça bénéficie également à vous. Et ça bénéficie. Qu'est-ce qui vous bénéficie? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je les ai rajoutés ici à travers une sorte de grand panorama de l'épargne salariale, à travers des grands thèmes comme le plan d'épargne d'entreprise, l'abondement, le compte en intéressement, le PERCO, le CESU, les chèques vacances, les tickets restaurants. Et ce que je vous propose, c'est de les traiter non pas un par un, mais de voir les grandes masses. Alors on va commencer par le premier, que j'ai appelé le trio bancaire assureur. On m'avait fait remarquer que les assurances pouvaient le faire, ce qui est tout à fait juste, et en règle générale sont un peu moins chers de surcroît. Et donc ce trio, il est composé par le PE, le PERCO et l'abondement. Alors, on va faire super simple. Le PE, c'est un système ultra simple, donc il n'y a rien de fantastique, un PE, c'est simplement un support financier pour créer un portefeuille boursier, d'obligations, d'actions, bref, c'est simplement un support. Donc la société le prend en charge, et puis voilà. Bon, je dirais si ça s'arrête là, c'est pas extraordinaire, et je vous l'accorderai. Mais une fois qu'on a le PE, eh bien, on peut le décupler en montant ce qu'on appelle l'abondement. Alors l'abondement, c'est un système très particulier où vous allez mettre de l'argent, vous, à titre personnel, sur le plan d'épargne entreprise. Ce PE va être bloqué pendant 5 ans, sauf survenance de l'un des 12 éléments possibles. Alors, dans les 12 éléments, ça peut être une naissance, un mariage, une construction,
etc., etc. Il y a même eu des cas où c'était du temps de Sarkozy pour lancer l'économie. Alors peut-être que on va l'avoir dans les lois qui vont apparaître sur septembre ou octobre au niveau du Covid-19, enfin conséquences du Covid-19. Il y avait même une possibilité de sortir son contrat d'intéressement, enfin des plans d'épargne entreprise, pour acheter des machines à laver. Je trouve ça c'est extraordinaire comme situation. Mais c'était en tous les cas quelque chose qui avait été fait. Et l'avantage de l'abondement, comme ce nom l'indique, un petit peu comme la corne d'abondance du temps de la Grèce antique, ben, si vous mettez 1 000 euros, eh bien votre société elle va mettre 3 000 euros. Si bien qu'en mettant 1 000 euros, vous vous retrouvez à la tête de 4 000 euros. 4 000 euros, donc ils vont être bloqués pendant 5 ans, sauf cas, vous pouvez le sortir avant. Et du coup, pour la société, ce 3 000 euros, ça lui coûte 0. Pas de charge sociale. Macron a fait sauter les 20% qu'Hollande avait institués. Et gros avantage majeur, ça va être déductible. Donc ça va générer une économie d'impôt sur les sociétés, ce qui est loin d'être négligeable. Alors bien évidemment, en France, on se chope toujours la CSG-CRDS, donc vous, en tant que bénéficiaire, vous devrez payer la CSG-CRDS sur les 3 000 euros reçus. Bon, ça, malheureusement, on n'y échappe pas. Et le PERCO, alors on est limité à 3 178 euros, c'est-à-dire que la société ne peut pas donner au-delà de 3 178 euros par année. Donc 3 178 divisé, ça fait par 3, ça fait à peu près 1050, hein, je simplifie à outrance, que vous pouvez verser chaque année. Alors il y a une limitation en fonction aussi de la rémunération que vous vous donnez, hein. Vous ne pouvez pas vous donner 1 euro et choper au passage autant cette somme qui est à 20% à peu près du pass. Et donc de façon très concrète, vous pouvez aussi avoir le PERCO. Alors le PERCO, c'est encore mieux, c'est le double tout simplement du PEE, et ça vous donne la possibilité pour votre retraite future de vous constituer un portefeuille, et donc vous aurez une sorte de retraite par capitalisation, ce qui est plutôt assez sympathique. Dans tous les cas de figure, ça se monte avec un banquier ou avec un assureur, et il faut faire gaffe donc aux limitations d'un point de vue social. Donc ça, c'était le fameux trio dont je vous parlais. Le deuxième, que j'ai appelé aléatoire, c'est un contrat d'intéressement. Donc le contrat d'intéressement, c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus fin comme analyse, parce que, bon, premièrement, il faut déterminer ce qu'on appelle des objectifs aléatoires à atteindre. Ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être du résultat, ça peut être également des choses quantitatives et non pas financières, par exemple la taux de satisfaction des clients ou la croissance générée. Mais il faut que ce soit aléatoire, ça veut dire on peut pas dire tiens de 0 à 100 000 je donne ça, parce que 0, bah, à partir de 0 c'est pas aléatoire, on sait qu'on les fera. Donc de façon très concrète, c'est un objectif à atteindre et vous allez coller à l'objectif à atteindre en fait une enveloppe que vous allez donner auprès des gens qui sont dans votre société, y compris pour vous, et la répartition pourra se faire en fonction de différents critères, soit par classe de salariés, soit en fonction des rémunérations, soit en fonction de la présence des personnes, enfin on peut tout imaginer. Et là, gros avantage, pareil, ce contrat d'intéressement, soit vous l'encaissez tout de suite, et dans ces cas-là, il est tout de suite imposable, soit vous pouvez le mettre dans le fameux plan d'épargne entreprise, qui peut d'ailleurs régénérer de nouveau un endettement au passage, et qui, lui, s'il est bloqué de nouveau pendant 5 ans, ne donnera pas lieu à impôt sur le revenu. Et puis, pareil, si vous mariez ou autre chose, bah, vous pourrez récupérer également cet argent sans avoir à attendre les 5 ans. Donc voilà ce que c'est le contrat d'intéressement, plus complexe à mener. En plus, il y a une copie à faire à la directe, hein, la direction départementale du travail, donc c'est un petit peu plus compliqué à mener. Et puis j'ai appelé ça la tarte à la crème. J'aurais pu l'appeler différemment, mais ça m'a fait un petit peu marrer. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont simples, pas trop complexes à mettre en œuvre, et qui tout de suite sont un petit atout pour améliorer votre confort quotidien. Ça vous fera pas gagner des milliers et des cents, mais ça améliore quand même. Par exemple, le premier, celui que je préfère d'ailleurs, c'est le CESU. Alors le CESU, vous savez, c'est les fameux chèques emploi service universel que vous pouvez donner à la nounou, que vous pouvez donner à la femme de ménage, que vous pouvez donner au mec qui tond votre jardin. Et en fait, la société peut acheter pour 1 830 € par an et par personne, en fait, ces fameux chèques
et la société va les acheter, va vous les donner directement. Ça veut dire dangereux. Non, non, ça veut pas dire, Nicolas, ça veut pas dire dangereux. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile, au contraire. Ça, c'est le truc, pouf, on jette, c'est facile. Il faudra que je trouve un autre terme, je l'avoue. Et donc, ces fameux chèques emploi-service, eh bien, il faut deux choses. La première, c'est que les personnes qui vont bosser pour vous à titre particulier, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, à titre particulier, bah, qu'elles les acceptent déjà pour commencer. Et deuxièmement, bah, vous avez juste à les acheter. Et puis, bah, c'est la société qui va les acheter, qui va vous les donner, et vous pourrez en bénéficier. Donc, c'est plutôt assez sympa. Et bah, c'est open bar jusqu'à 1830 € par an. Bon, je trouve que c'est pas complètement idiot de faire ça. C'est super simple. Vous pouvez également mettre en place des chèques cadeaux et des chèques vacances. Alors les chèques cadeaux, c'est plus complexe. Là, il y a, alors je l'ai sous les yeux parce que là, franchement, c'est dans le cas de naissance, de mariage, de Pâques, de départ à la retraite, de fête des mères, de fête des pères, de rentrée scolaire, de Noël des enfants, de Sainte-Catherine. C'est le 25 juin. Pour les femmes qui ne sont pas mariées 25 ans, c'est la Saint-Nicolas. Alors, pour ceux qui sont alsaciens et lorrains, ils savent de quoi il s'agit, et puis c'est Noël également. Donc, vous voyez, il y a pléthore, et vous pouvez avoir donc dans 5% du plafond annuel, c'est-à-dire 166 € par salarié, donné. C'est super complexe, il faut voir si les enfants sont majeurs, pas majeurs, etc. C'est super compliqué, mais c'est faisable. Et ces chèques cadeaux peuvent même être doublés ou triplés si vous faites des chèques culture. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu chiant à calculer, disons les choses clairement. Vous pouvez avoir aussi des chèques vacances. Alors les chèques vacances, c'est la société qui paye, et pouf, elle donne des chèques vacances aux salariés et aux patrons dans l'absolu. Et puis le troisième, celui que j'aime le moins, je veux être honnête, c'est le ticket restaurant. Pourquoi? Parce que je trouve ça cher, parce que votre société elle est obligée de payer ces boîtes de tickets restaurant, il y en a deux, hein, et ça coûte relativement cher. Celui qui a le chèque, ben, il est obligé, effectivement, vous avez vu avec le Covid-19, c'était pas extraordinaire en la matière, et puis ça vous oblige, vous, à faire très attention dans les calculs, parce que tout simplement, il faut faire attention le nombre de jours ouvrés et travaillés de vos salariés. Pas simple du tout. Voilà, mais il y a une startup qui fait le ticket resto maintenant. Je ne savais pas, Nicolas. Super, merci de cette info. Et je pense que ce sera sans doute bien mieux que les deux autres qui se graissent un peu trop la patte à mon goût. Hein, voilà, hein, je suis un peu méchant dans ce que je dis, mais pour voir les deux côtés, c'est-à-dire et le coût pour l'employeur et le coût pour le commerçant, je trouve que c'est exagéré. Alors, ça coûte combien les tickets resto? En fait, ça coûte le prix que l'on veut, puisque c'est déterminé, on peut prendre 5 € et il faut le répartir de façon très concrète entre 50 et 60% de sa valeur. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez arriver jusqu'à 5 € à peu près de participation au 1er janvier 2020. Je crois que c'est 5,55 € exactement. Donc, c'est une répartition. Le salarié doit payer. Mais vous allez vous choper après le coût supplémentaire qui doit de 3 ou 5%, et le commerçant va se choper 5%. Ça veut dire, pour faire très simple, chèque vacances enfin chèque resto et compagnie gagne 10% à chaque transaction, ce qui n'est pas complètement négligeable, et ce qui comprend mieux maintenant pourquoi ils sont de très beaux locaux et que les gens sont très bien payés. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc voilà un coup de tarte à la crème dont je parlais, donc ce trio, je serais trouvé un nom. Si Nicolas, tu as une autre idée pour trouver, je suis partant, bien évidemment. Et puis j'ai terminé sur un point, c'est la holding, parce que là, tout ce que je vous ai parlé, ça permet d'améliorer de 2, 3, 5, 10, 15, 20%, voire un petit peu plus. Et maintenant, je vais vous parler de la holding. Pourquoi? Parce que si votre affaire marche bien, vous allez vous retrouver confronté très rapidement à un choix toujours terrible. Est-ce que je me donne des salaires pour pouvoir diminuer mon impôt sur les sociétés? Et puis, je prends de l'argent, mais cet argent, je vais le réinvestir au sein, je sais pas moi, d'immobilier. Je vais acheter un bien immobilier, je vais faire une SCI, etc. Et là, d'un seul coup, je dis, c'est pas nécessairement utile, parce que avec votre SRL, vous pouvez vous en servir directement comme holding pour avoir une société civile immobilière et de pouvoir ensuite acheter des biens immobiliers, et ça va vous faire économiser, pour faire ultra simple, entre quelqu'un qui le sortirait de l'argent pour pouvoir acheter un bien immobilier en propre, et quelqu'un qui va utiliser la technique de la holding société civile immobilière et acheter un bien immobilier. Quand le premier, pour le même coût, achètera un bien immobilier, l'autre en aura
quasiment 3, c'est-à-dire 2,8 pour être plus précis. Donc, faites attention à ce point-là, et le choix de la holding peut se porter, soit vous êtes en direct, soit vous créez une holding qui va du coup chapeauter et à la fois votre SARL et à la fois votre société civile immobilière, et donc c'est un moyen élégant, j'aurais tendance à dire, de pouvoir augmenter votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel, c'est-à-dire que le jour où vous stopperez votre société, eh bien, elle pourra partir et vous conserverez votre holding et vos sociétés civiles immobilières, quitte d'ailleurs à faire une fusion le jour où vous partez à la retraite. Et puis, c'est un formidable moyen de transmission également aux enfants, soit par le biais du pacte du trade, je rappelle, 75% d'économie, ce qui n'est pas complètement neutre, et vous bénéficiez après des abattements de 100 000, etc. Donc, ça veut dire que vous avez... Hier, j'avais un petit truc qu'un couple qui pouvait donner 400 000 euros tous les 15 ans, là, il donne 1 600 000 euros. Bon, c'est pas complètement neutre, et du coup, ça peut être assez sympathique en la matière. Bon, là, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un webinaire qui dure 1 heure, dans lequel vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, sur Dux. Ce que je vous propose, c'est d'arriver à la conclusion. Alors, on n'était pas très nombreux aujourd'hui, mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, là c'est le moment. Ou en tous les cas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent ensuite à l'esprit, vous pourrez toujours les poser chez Dux. Donc, je vais attendre quelques secondes, et puis après, je vous dirai au revoir. Alors, juste un petit détail, on fait des webinaires tous les jours. Lundi, d'ailleurs, on fait un webinaire nouveau qui est sur, notamment, que faire dans les assemblées générales. Donc, ça peut être assez sympathique et ça peut se faire. Alors, Rémi qui dit, pourriez-vous faire une formation sur l'immobilier, IFI et du travail? Ça commence à faire beaucoup, mais pourquoi pas? Oui, il va falloir que je le note et puis qu'on puisse le faire. PE, c'est comme un compte titre. Oui, tout à fait, Nicolas. C'est exactement. Le salarié gère lui-même les achats et ventes d'actions. On est tout à fait d'accord. C'est tout à fait cela. C'est quelque chose, en tous les cas, qui fait que les banques, mais depuis longtemps maintenant, vont donner un numéro avec un accès web pour gérer, et la personne va gérer en fait ses actions comme il a envie. Certaines banques sont offrent une variété vraiment très importante, et c'est le salarié et c'est le gérant qui vont décider exactement de la façon dont ils doivent gérer leur patrimoine mobilier, traduire les actions et les obligations. David, peut-on faire supporter les charges sociales par la société? Est-ce plus avantageux? Alors David, je suppose que la phrase c'est peut-on faire supporter les charges sociales du gérant majoritaire par la société? Je suppose que c'est ça. Et est-ce que c'est plus avantageux? Oui, voilà. Moi, je préfère personnellement faire ça. C'est-à-dire qu'on a deux solutions aujourd'hui dans la gérance majoritaire. La première, c'est d'avoir sa rétribution totale et de se débrouiller pour payer personnellement ses cotisations sociales. Bon, je trouve ça assez chiant, globalement. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Et puis, dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, il faut le signaler. Voilà. Ou le second, c'est de prévoir dans l'Assemblée générale que tout simplement, la société, la SRL, va supporter les charges sociales. Et dans ces cas-là, c'est la société qui paye la sécurité sociale, elle paye les cotisations auprès de la SSI, Sécurité sociale des indépendants, même si les charges sont personnelles, bien évidemment. Alors, c'est vrai jusqu'au jour où, si la boîte se casse la gueule, je vous rassure, la Sécurité sociale des indépendants ira vous chercher à titre personnel. Mais tant que la société existe, oui, vous pouvez le faire prendre à charge par la société. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je trouve que c'est plus simple aussi, intellectuellement parlant, que ce soit la société qui paye. Est-ce que c'est plus avantageux? Il y a des calculs qui montrent que oui ou non, ça dépend. Il n'y a pas véritablement de grosses différences, mais on peut en tous les cas faire que calcul pour voir, et ça dépend des taux de déclaration. Mais si vous voulez pas vous enquiquiner la vie, faites-le par la société, et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et je m'enseigne, en fait, David, qu'on soit d'accord, la sécurité sociale des indépendants, je vais être terrible dans mes propos, du moment qu'ils ont le pognon, ils se foutent de savoir si l'argent provient de la société ou pas. C'est l'administration fiscale qui pourra
en juger notamment, et c'est pour ça que je vous dis prévoyez-le dans l'Assemblée générale. Voilà très exactement la réponse. Je suis un peu direct dans mes propos, mais il faut bien comprendre que la sécurité sociale des indépendants, son rôle, c'est de recouvrir l'argent, et elle se moque de savoir si c'est vous, à titre personnel, qui payez ou si c'est votre société. Voilà. Pas d'autres questions, a priori. Alors, je termine sur un... Ben voilà, merci Philippe. Je voulais vous dire effectivement que on est vendredi, que j'ai terminé donc ma semaine au niveau des webinars, que je débuterai lundi par une animation sur que décider dans les assemblées générales, donc vous êtes les bienvenus bien évidemment, que mardi ce sera pour les freelances, que mercredi ce sera cette fois l'optimisation pour les présidents de SASU. Je sais que j'ai toujours beaucoup plus de monde, c'est un peu la loi maintenant, hein, 70% à peu près des sociétés aujourd'hui sont des SASU en France. Mardi 23 juin, on aura, alors j'ai pas tout collé, mais on va le voir. Je vais bientôt mettre de nouveaux webinaires pour mercredi, jeudi, vendredi, etc. Je voulais juste attirer votre attention pour le mardi 23 juin. Mardi 23 juin, il y a un truc un peu spécial. Je fais appel à un gros hacker. Alors, les gros hackers, c'est des mecs un peu starbés, hein, n'ayons pas peur des mots, qui maîtrisent à peu près tout, c'est-à-dire LinkedIn, les posts, les réseaux sociaux, les sites, etc. Et là, j'invite une grosse pointure, un gars qui s'appelle Jordan, qui bosse chez Germinal. Il y aura beaucoup de monde qui sera présent. Donc, si vous avez envie d'augmenter votre chiffre d'affaires ou tout simplement par curiosité, là, ça ne rentre plus dans le juridique, dans le fiscal, etc. Mais comme nous, on est des entrepreneurs déjà nous-mêmes au niveau de Doux et qu'on aime, en tout cas, apporter des solutions auprès des entrepreneurs, ben, le 23 juin, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais me dépêcher d'ailleurs, c'est cet après-midi, je mettrai tous les webinaires pour la semaine prochaine, ils ne sont pas tous notés. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi, une bonne fin de journée, puis un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!